comment trouver une idée de SaaS qui va faire des millions d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode scientifique que j'ai développée pour trouver mathématiquement un SaaS qui a une bonne probabilité de succès, une bonne probabilité de monter très haut en MRR, d'avoir un churn, donc un taux de rétention élevé. Je vais aussi vous partager les 4 erreurs que la plupart des débutants, et pas toujours que les débutants, font quand ils essaient de trouver une idée de SaaS. Ces erreurs sont fatales et en fait ça détruit toutes les chances de réussir son SaaS et ça va faire perdre des mois de travail, de l'argent, de l'énergie. C'est absolument indispensable d'éviter ces erreurs. Et pour finir, je vais aussi vous partager 10 idées de SaaS prêtes à être lancées, qui sont intéressantes et que vous pouvez utiliser tout simplement. On commence directement la méthode du 110-1. Cette méthode, elle consiste à trouver 100 idées de SaaS, 100 business SaaS, 100 exemples de SaaS, de les éliminer avec des critères scientifiques objectifs. Donc c'est pas juste celui-là, je l'aime bien, ah il est sympa. Non, c'est pas du tout ça. On prend 100 business, on les réduit jusqu'à en avoir plus que 10. Une fois qu'on en a 10, on va utiliser d'autres critères, certainement, pour en arriver à juste un ou plusieurs. Bon, ça dépend si on a envie de lancer plusieurs SaaS en même temps pour faire du testing, mais bon, ça c'est une autre chose, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le but, c'est d'éviter de tomber amoureux d'une idée, de tomber in love d'une idée et de faire un projet qui a aucun espoir en fait. Donc la première étape, c'est de créer un Google Sheet, tout simplement. Vous allez créer un Google Sheet, donc j'ai un exemple évidemment, ce sera plus simple. Et dans ce Google Sheet, en fait, on va mettre nos critères. Donc les critères varient, ça va dépendre de vous aussi, de votre sensibilité à certaines choses. Là, je vais vous donner des critères un petit peu généraux qui peuvent servir et qui font sens selon moi. Premier critère, ça pourrait être MVP, donc Minimum Viable Product, en moins de 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en moins de 30 jours, on peut développer un produit, un SaaS, qui est utilisable et qu'on peut aller tester. Second point, bon, c'est moi qui ai mis ça, j'ai mis No Complicated Shit. Ça veut dire pas de trucs compliqués et presque impossibles à faire. Par exemple, l'email marketing, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a les serveurs, il y a la dérivabilité, etc. C'est vraiment pas un business simple, techniquement en tout cas. C'est pas le truc le plus simple dans lequel se lancer. Donc peut-être que c'est un critère qu'on a envie de juger, on a envie de se dire, bon, si ce truc est trop compliqué, en fait, je veux juste pas prendre ça. Quoi. Ensuite, on a le plateforme risque. Qu'est-ce que c'est le plateforme risque ? C'est par exemple, si vous faites un outil sur Twitter, donc un super exemple de ça, c'est TweetHunter. À l'époque du rachat d'Elon Musk, TweetHunter, donc qui utilise l'API, qui est connectée à Twitter pour programmer des tweets, et ben en fait, Elon Musk, il a dit, ok, maintenant ça coûte 45 000 $. Et là, TweetHunter, ils étaient pas très bien, parce que 45 000 $, ça fait pas trop plaisir. Et du coup, ça, c'est un plateforme risque. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, si on n'est plus capable d'avoir l'API de Twitter, le business est mort, tout le monde se désinscrit, et c'est fini. Donc ça, c'est un plateforme risque. Plateforme risque, ça peut être, par exemple, vous développez un tool sur OpenAI. OpenAI décide du jour au lendemain, voilà, vous n'avez plus le droit d'utiliser notre outil, ou ça coûte 25 fois plus cher. Votre business est mort. Donc ça, c'est le plateforme risque. Ensuite, on peut se poser la question du B2C ou B2B. Ça dépend aussi de votre sensibilité, ça dépend de vos compétences. Est-ce que vous avez des compétences en marketing en B2C, plutôt en B2B, sales, closer, est-ce que ça vous parle, etc. J'aurais tendance à dire quand même, en règle générale, que B2B, on va avoir un churn plus bas. C'est plus dur en fait à démarrer, c'est plus slow, mais ça peut aller certainement plus gros. B2C, ça va être plus rapide, mais souvent ça va être capé avec le churn. Bon, évidemment, il y a plein de contre-exemples, c'est pas des règles générales, c'est juste comme ça, c'est juste pour... Voilà. Ensuite, on a un point, c'est easy to market. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est facile de faire le marketing de ce produit ? Si vous avez un SaaS ultra niché, et que vous avez aucun network dans ce domaine-là, ça va être compliqué de vendre le SaaS. Si ça parle à, allez, j'en sais rien, 100 personnes qui sont ultra spécifiques, je sais pas, moi, 100 CEO de grandes entreprises, etc., qui sont super compliqués à joindre ou à trouver et que vous n'avez pas de network, c'est compliqué. Là, votre SaaS, c'est compliqué. C'est pas simple à market. Donc ça, c'est un truc très important. Parce qu'une idée peut être géniale, un SaaS peut répondre à un vrai problème, mais si vous n'arrivez pas à le marketer, si vous pouvez pas en fait, vous n'avez pas les bons channels de distribution, votre SaaS, il va rester à zéro, et en fait, il va rien se passer, et c'est fini. C'est fini, le projet est mort en fait, même si le SaaS était bon à la base. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est important. Ensuite, on a le fait qu'il y ait de la compétition. Pourquoi je mets ça ? Et en fait, on pourrait penser que c'est un point négatif, on pourrait se dire, il y a de la compétition, du coup, il faut pas que je lance ce SaaS. Mais en fait, non. Souvent, une idée de SaaS,
c'est mieux qu'il y ait de la compétition en fait. Si personne n'a fait ce que vous avez envie de faire, ou le domaine, ou l'idée que vous avez envie de réaliser, c'est pas très bon signe. En général, c'est toujours bien s'il y a 2-3 compétiteurs, ça prouve qu'il y a un marché et qu'en fait, il y a un vrai problème. Parce que si vous partez d'une idée où vraiment il n'y a aucune compétition, il n'y a rien, là, ça va être un peu du bingo quand même. Ça va être un peu du bingo dans le sens où vous allez tester votre idée, vous avez aucune idée que ça va marcher ou pas. Quand il y a de la compétition, c'est la preuve irréfutable qu'il y a quelque chose à faire. En gros, il y a de l'argent à faire. Ensuite, un autre point qui pourrait être utilisé en termes de critères, ce serait le fait d'exploiter un projet précédent. Si vous avez déjà un SaaS avec une base de clients, je sais rien, 1000 clients, qui parlent d'un sujet, par exemple dans la création de contenu, eh ben, ça fait sens de faire un autre SaaS dans la création de contenu. Vous allez pouvoir revendre ce SaaS aux 1000 clients qui étaient dans votre SaaS précédent. Ça fait sens. On essaye de leverage. On va pas faire un SaaS dans un domaine où on a déjà plein de clients et après on fait dans un truc totalement différent. Enfin, vous pouvez, mais c'est quand même dommage de pas se servir de ce qu'on a fait précédemment et qui va nous aider à grandir beaucoup plus vite. Ensuite, point très important celui-là. Est-ce que la rétention potentielle est bonne ? Clairement, en B2B, ce point-là, souvent, ça va être oui. La rétention va être bonne souvent en B2B si le product est bien et si ça fait sens, etc. En B2B, en B2C, je veux dire, ça va souvent être plus difficile en churn. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le concept en lui-même du SaaS. Je vais donner un exemple de SaaS où le churn est ultra élevé pour une raison super simple. TweetHunter. TweetHunter, des chiffres que j'ai pu entendre, ça tourne à 30-40% de churn. Ça veut dire que tous les mois, il y a 30 à 40% des gens qui se désinscrivent de l'outil. Donc ça veut dire qu'en presque 2 mois, il faut remplacer toute la base client. C'est pas très cool comme situation. Donc ok, c'est B2C. Mais c'est pas ça la raison pour laquelle il y a un churn si élevé. La vraie raison pour laquelle il y a un churn si élevé, c'est tout simplement parce que c'est très simple d'aller d'une alternative à une autre. TweetHunter permet de programmer des tweets, etc. Et en fait, il n'y a aucune raison de rester sur le tool. Moi, je peux aller sur TweetHunter, programmer mes tweets, ça me plaît plus, ça m'énerve. Je vais juste sur un concurrent, boum, et je peux les programmer dans l'instant. Je n'ai rien à... J'ai pas de transfert à faire, il y a rien en fait. Donc, j'ai aucune raison de rester sur le tool, on va dire, dans un sens. Et ça implique une rétention faible. Par exemple, si vous avez un email sender, donc vous êtes ActiveCampaign par exemple, qui envoie des emails, bah là, vous avez toute votre liste. Évidemment, vous pouvez exporter, importer, mais en fait, c'est quand même chiant à faire. Donc là, vous êtes plus captif, et donc, la rétention est meilleure par définition. Donc toujours se poser la question, est-ce que mon SaaS, est-ce qu'il est un petit peu captif, dans un sens ? Pas au mauvais sens du terme, mais est-ce que c'est difficile d'aller sur une autre alternative ? Parce que j'ai déjà plein de choses faites sur le produit, donc je sais pas, j'ai mes bases clients, j'ai des datas, etc. Si je change, je vais devoir repartir à zéro. Là, c'est embêtant. Donc ça, c'est un point important à voir. C'est vraiment important. Ensuite, pour moi, probablement, un des trucs les plus importants, c'est l'urgency of problem. C'est est-ce que le problème auquel vous répondez, parce que je rappelle que faire un bon SaaS, c'est répondre à un vrai problème correctement, est-ce que le problème auquel vous répondez est urgent ? Ou est-ce que c'est quelque chose, ouais, dans 5 ans peut-être, etc. C'est un petit peu le concept des assurances-vie. Une assurance-vie, c'est pas simple à vendre, parce que c'est quelque chose... la personne, c'est pas tangible pour elle. Sur le moment, elle est là, bon, ok, je vais peut-être mourir dans 40 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment pas simple, en fait. L'urgence du problème, elle est au plus bas. Par exemple, si c'est de l'aspirine, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, j'ai super mal à la tête, bah l'aspirine, le problème est urgent. Et dans un sens, j'ai aussi une autre métaphore par rapport à ça, c'est est-ce que votre produit, c'est une vitamine ou est-ce que c'est un painkiller ? Donc, est-ce que ça enlève la douleur ? Si c'est une vitamine, en fait, c'est, voilà, je prends la vitamine et je me sentirai peut-être meilleur dans 2-3 ans. C'est génial, ok. Donc ça, le problème n'est pas urgent. Et souvent, ces trucs-là, en ça marche pas trop. Ça marche vraiment pas trop. Et les gens vont churn et en fait, c'est pas cool. Par contre, si vous êtes un painkiller, donc là, j'ai un problème terrible pour mon business. Si je ne peux pas résoudre ça, le business va s'écrouler. Là, vous avez un painkiller. Donc, c'est comme prendre de l'aspirine. On a une souffrance et direct, on veut la résoudre. Urgency of problem. Et là, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher, beaucoup plus longtemps et seront beaucoup plus satisfaits parce qu'on va répondre à un vrai problème. Donc ça, c'est très important. Urgency of problem. Et ensuite, on va calculer les points. Si c'est non, vous mettez 0. Si c'est oui, vous mettez 1. Et vous calculez les points. Vous allez faire ça pour les 100 SaaS, les 100 idées, on va dire. Et vous allez ensuite comparer les points. Donc ça, c'était quelques critères. On peut avoir d'autres critères. Je mettrai ce Google Doc sous la vidéo en description parce que ce sera plus simple. Mais là, on a d'autres points que cette personne sur Twitter évoquait. On a la taille du marché. On a quel est le prix potentiel qu'on va pouvoir faire payer. On a le coût
d'acquérir un client, c'est super important. Combien ça va nous coûter concrètement à maintenir ce SaaS? Combien ça va nous coûter à chaque fois? Chaque client, combien ça va nous coûter en fait? S'il y a des serveurs très compliqués, etc., qui coûtent super cher, bon voilà, etc. L'unicité de l'idée en fait, est-ce que l'idée est originale, intéressante, etc., et excitante, etc. La rapidité à market, donc quelle est la durée à laquelle on peut passer de 0 à un client en fait? À quel point c'est rapide ça? Est-ce qu'il y a un investissement initial? Est-ce qu'il y a besoin de lever des fonds? Est-ce qu'on peut revendre d'autres produits par derrière, en fait, enfin, par la suite, je veux dire. Par exemple, j'ai un SaaS qui promet ça. Ensuite, je veux vendre un autre truc, soit un programme ou un autre SaaS, pour en fait extraire plus de valeur du client et répondre à plus de problèmes que ce client a. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez réfléchir à vos propres critères parce que ça fait sens de réfléchir à ses propres critères. Donc ensuite, il faut remplir ce document. C'est bien beau d'avoir les critères, c'est super, hein. Mais il faut remplir le document. Donc là, ça va être la partie 2, l'étape 2, où trouver les idées concrètement. Comment on fait pour trouver des idées de bons SaaS, quoi. C'est pas si compliqué qu'on le pense. Option numéro 1 que j'identifie, c'est d'aller sur acquire.com. Donc c'est un site qui permet d'acheter ou de revendre des SaaS. C'est uniquement des SaaS là-bas. Là-bas, vous allez sur ce site, vous allez créer un compte, c'est gratuit avec votre email. Ensuite, vous allez aller dans la partie filtre et vous allez choisir uniquement les SaaS qui sont vendus et qui font plus de 100 000 euros ou dollars par an. Pourquoi on fait ça? Parce que ça veut dire que ce sont des SaaS, des idées qui font déjà de l'argent. Et donc vous avez une prévalidation du marché. Ça veut dire que ça peut marcher. Ça veut dire que c'est pas bingo. Et donc vous allez trouver des idées sur Acquire. Souvent c'est une petite description de ce que c'est. Et vous cherchez, vous trouvez s'il y a des trucs pertinents par rapport à vos compétences, etc. Vous scannez vraiment pendant des heures Acquire.com et vous mettez des idées dans votre Google Sheet. C'est pas très compliqué, je l'ai déjà fait. Et tout simplement, voilà. Ensuite, on a aussi Product Hunt. Product Hunt, hein, c'est un classique. Hein. C'est un truc pour les gens branchés de la tech, on va dire. Où les gens partagent leurs idées, ils font des lancements de leurs produits, etc. Il y a plein de produits tech là-bas. Voilà, vous avez les produits qui se lancent aujourd'hui. Vous pouvez aller les chercher par catégorie, Coming Soon, AI, Web3, Design Tools, Developer Tools, Marketing, Finance, E-commerce, Social Media, Analytics, No Code, etc. Et en fait, on peut trouver des idées. Donc le but, c'est pas de pomper l'idée, mais en fait, c'est de voir un peu quel est le concept et de le mettre dans son sheet. Et après, on verra si on pivote, si on le fait différemment, etc. Peu importe, mais on va avoir des idées de choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est une manière de trouver les idées quand on n'est pas forcément créatif, etc. La troisième manière de trouver des idées pour vos SaaS, c'est de partir de vos problèmes existants. Vous avez un problème dans votre business, vous avez un problème dans votre vie, en fait, peu importe quel est ce problème est grave, urgent, etc. Vous pensez qu'un SaaS peut résoudre ce problème? Pourquoi pas? Je dirais quand même de faire attention avec cette stratégie. Et de toujours valider ce problème, que ce soit pas un problème que uniquement vous ayez, mais que d'autres personnes ont. Donc c'est important d'aller parler aux gens, de les appeler, de dire est-ce que tu as ce problème là aussi toi, etc. Ça voilà, faut pas rester dans son truc. J'ai un petit exemple avec ça, c'est l'histoire de Dropbox. Donc le mec qui a créé Dropbox à la base, il a pas eu l'idée comme ça en cherchant sur internet, mais il a eu l'idée, il était dans un bus, il a perdu sa clé USB. Et donc le mec a eu l'idée ensuite de faire Dropbox, donc pour faire du digital, donc pour stocker en digital quoi en fait, tout simplement. Solution numéro 4, qui rejoint un petit peu la solution précédente, c'est de demander aux gens quels sont leurs problèmes. Vous allez choisir une industrie par exemple, toutes les micro-entreprises type dentiste, vétérinaire, spa, etc. J'en sais rien, ce genre de business physique par exemple, ça peut être une industrie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver au moins 200, 300 personnes, vous allez trouver leurs contacts. Vous allez toutes essayer de les appeler une par une. Donc vous allez envoyer un message. Bonjour, moi j'ai envie de travailler dans cette industrie, etc. Est-ce que vous auriez un petit peu de temps à m'accorder pour qu'on parle de vos problèmes? Comment on pourrait les résoudre nous avec notre SaaS? Est-ce que ça ferait sens pour vous, etc. Combien ils seraient prêts à payer pour qu'on résoudre ce problème? Est-ce que le problème est urgent? Est-ce qu'ils ont déjà des idées, etc. Et là, c'est quand même une bonne manière de trouver des problèmes. Parce que là, on les invente pas. Ce sont des problèmes réels que les gens vont vous dire au téléphone. Et ça a de l'importance. Parce que plus le problème que vous allez résoudre est gros, plus vous allez être payé. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai noté quelques questions que vous pouvez poser aux gens quand vous les appelez. Sur quoi te concentres-tu actuellement au travail? Sur quoi aimerais-tu t'améliorer? Première question. Qu'aimerais-tu accomplir mais que tu ne peux pas? Quel est le blocage, la chose qui te bloque en ce moment, etc. Quel a été le dernier produit, logiciel, etc. que tu as acheté pour ton travail? Est-ce qu'il t'a été utile?
Question numéro 4. Quel est l'outil que tu aimes le moins utiliser dans ton business ou dans ta vie en général en ce moment? Quel est l'outil vraiment que tu te dis oh, ça marche pas bien, l'interface est pourrave, ça bug de partout, etc. On veut savoir ça. Quel produit souhaiterais-tu qui existe, mais qui n'existe pas encore? Voilà, c'est un petit peu pour faire la solution. Si tu pouvais avoir une baguette magique et créer ce produit, à quoi ressemblerait-il? Donc, voilà, si la personne a des idées à quoi pourrait ressembler ça, bon, c'est toujours ça de prix. Et combien serais-tu prêt à payer pour cette solution, pour ce SaaS? Voilà. Donc ça, c'est un peu les questions que vous pouvez poser pour comprendre les problèmes des gens. Donc à partir de là, vous allez avoir 100 idées que vous allez trouver. Vous allez faire le coup des points. Vous allez regarder les business qui ont le plus de points. Évidemment, utilisez un peu votre bon sens pour voir si c'est pertinent. Vous allez vous retrouver avec 10 business. Puis une fois qu'on a 10 business qui ont gagné ce concours par rapport au 100, on va utiliser des critères un peu différents. Notamment, est-ce que ça vous parle en fait, le SaaS? Parce qu'un SaaS, c'est un projet long terme, quelque chose qui met du temps. Et on a envie que ce soit quelque chose qui nous passionne un minimum. Si c'est un truc vraiment qui est fatigant, qui est inintéressant au possible pour nous, juste lancez pas SaaS en fait. Pour moi, ça fait pas sens, vraiment. Ça demande tellement de travail, c'est tellement dur. Si vous lancez dans un truc que vous aimez pas, vous êtes mort. Donc je dis pas qu'il faut être passionné forcément par la niche, ça c'est pas vrai. Mais si le truc vous repousse à la base, ne le faites pas. C'est pas une bonne idée, vraiment. Ensuite, on pourrait aussi se dire, quelles sont les compétences que j'ai et où mes compétences seraient les mieux utilisées par rapport à ces 10 idées. Donc voilà, ça va être des critères en fait qui vont être plus personnels en fait, quand on va passer du 10 à 1. Ça va être plutôt des critères personnels voilà, par rapport à vous, vos compétences, votre équipe, ce que vous savez faire, ce que vous savez pas faire, marketing, pas marketing, etc. Ça va être plus de ça. Et donc vous allez trouver ensuite un business, ou 2 ou 3. 2 ou 3, je dis 2 ou 3 parce qu'en fait ça peut être plusieurs, parce qu'il y a une étape 3, mais qui n'est pas nécessaire en soi, mais qui est selon moi très intéressante à faire. C'est ce que j'appelle la technique Alex Baker. Donc Alex Baker, il avait écrit un thread là-dessus, qui est en anglais, mais qui est super intéressant. En gros, il dit, le plus gros hack dans tous les business, c'est de trouver une manière de tester votre idée en utilisant le moins de dollars, de temps, d'énergie possible pour ça. Donc à la place de dépenser des tonnes pour lancer un produit, le développer, etc., on va faire autre chose. Par exemple, lui, il donne cet exemple-là. À la place de faire un software, et ben en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire une fake UI, donc une fausse interface, donc juste un design très simple de à quoi ça pourrait ressembler. Faire des ads, donc une sorte de landing page en fait, où on explique l'idée, la big idea, on montre un peu les images. Ok, ça a l'air réel, on se dirait que c'est un vrai SaaS le truc. Là ensuite, on va envoyer des ads, pas besoin de mettre un budget de fou. On met 50, 100 $ par jour. Et en fait, on regarde si les gens sont prêts à acheter ou si les gens au minimum se mettent en whitelist avec leur email parce que c'est déjà une transaction dans un sens, ou si les gens payent. Et évidemment, vu que le software n'existe pas, si les gens, on voit qu'il y a plein de gens qui payent, on va refund les gens, on va les rembourser parce qu'on va pas voler l'argent des gens. Ça paraît un petit peu logique, mais bon, je le dis au cas où, hein. Voilà. Et donc là, si on a plein de gens qui l'ont acheté, alors que ça n'a pas encore existé, on sait que ça marche, on sait que ça va faire sens et que ça va pouvoir se vendre. Dans ce cas-là, on commence à développer, on commence à faire le SaaS. Et on a pu tester pour presque rien en fait. On a évité de trouver une mauvaise idée qui allait nous coûter des heures et beaucoup d'argent. Il y a notamment un exemple avec Alex Baker qui est pas mal, c'est quand il a fait Aeros, donc quand même un SaaS qu'il a revendu pour la maudite somme de 100 millions de $, donc bon, c'est pas dégueulasse honnêtement. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a appelé des gens, et en fait, il leur a montré des idées, enfin il leur a montré des images, des fausses images, de à quoi son software pourrait ressembler, et qu'est-ce que son software pourrait faire. Et il leur a dit, ça coûte 3500 $, 5000 $. Il leur a dit ça. Donc voilà, ça c'est mon software, ça vous intéresse? Vous êtes prêts à payer? Ouais. Bah du coup, on payait maintenant, ok. On va dire que les gens étaient prêts à payer, ils payaient vraiment, quoi. Et après, il a créé le SaaS, tout simplement. Ça a été un énorme succès. Et il dit qu'à chaque fois qu'il a oublié cette étape, donc de testing smart, et ben en fait, il s'est fait baiser. Donc je recommande vraiment de le faire, ça, ce testing. Parce qu'il y a peu de chances que votre premier SaaS, votre première idée de SaaS marche en fait. La vérité c'est ça. Il va falloir tester plein d'idées. Donc pour faire ça, on peut faire ça. Ça évite de développer 15 softwares parce que c'est un petit peu long quand même. Ensuite, pour finir la vidéo, je vais vous partager les erreurs principales que je vois quand les gens essayent de chercher une idée pour leur SaaS. La première erreur assez grave, c'est de créer une solution
sans avoir identifié le problème à la base. Ça, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment mettre zéro chance de son côté. Donc là, il y a un exemple, il y avait une boîte qui s'appelle Juicero, et en fait, c'est un peu bizarre, mais ils proposaient une machine, si j'ai bien compris en tout cas, qui pressait des jus qui s'étaient déjà emballés en fait. Donc bon, niveau utilité, et ça coûtait 400$. Donc voilà, donc le truc a fail en fait, et la boîte s'est écroulée. Donc parce que peut-être que la personne qui a créé ça, il trouvait la solution géniale. Mais est-ce que vraiment ça répond à un problème ? Bah non, les gens ils s'en foutent, ils le font à la main. Donc c'était pas nécessaire. Et donc ça c'est vraiment une erreur classique. Et même des gens qui sont confirmés dans le business la font encore. Deuxième point, c'est un marché sans concurrence. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Mais si vous avez aucun concurrent, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est souvent très dangereux, c'est souvent les idées qui font mal, les idées qui fail. Avoir des concurrents, c'est un bon signe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, évidemment, si c'est oversaturé et qu'il y a juste l'humanité entière qui fait ce SaaS, je vous recommande pas de le faire, ou de le faire vraiment avec un angle très différent. Et voilà, on se comprend quoi. Troisième point, c'est ne pas tomber amoureux de son idée. Souvent, on tombe sur une idée qu'on trouve géniale. On se dit, oh, ce serait vraiment incroyable si je pouvais faire un SaaS là-dessus. Oh, la classe, etc. C'est vraiment le pire truc. Il faut vraiment détacher des idées. Il faut pas attacher d'émotion à vos idées. Sinon, vous allez vraiment finir dans le ravin. Il faut faire faut faire la chose de manière scientifique, comme j'ai expliqué avec le Google Sheet. Et objectif. C'est super important ça. Et dernier point, bon, c'est ce que j'ai dit avant, pas tester son idée. Construire direct le SaaS. Et voilà, et on espère que les gens vont venir. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour finir, petit cadeau. Ce sera évidemment dans la description, donc c'est ok, mais je passe vite fait dessus. C'est un peu des idées de SaaS. Je dis pas que c'est des idées du siècle, hein, honnêtement. C'est des idées, j'avais fait un document avec 100 idées, etc. J'avais trouvé des trucs comme ça. Donc je vous les partage. Ça veut pas dire qu'il faut les faire. Mais voilà, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y en a une qui va vous parler. Voilà. Donc le premier, c'était un petit peu tout ce qui est invoice. Donc il y a ce problème quand même dans le business, gérer les invoices, etc. Il y a des solutions, mais ça peut largement être amélioré. Un outil pour faire des appointments, pour booker des rendez-vous dans une niche très spécifique. Et je précise, dans une niche très spécifique, il ne faut pas refaire Calendly, ça va pas marcher. Mais par exemple, si vous faites un tool spécial pour les docteurs, en France, j'en sais rien, pour booker leur rendez-vous, etc. Ou pour les vétérinaires ou les dentistes, ou peu importe, ça peut être intéressant. Vous allez mettre des features spécialement pour cette niche-là, en fait. Ensuite, une idée, bon, ça, il faudra regarder l'exemple. Ça s'appelle Intentional Upselling. C'est un peu compliqué à expliquer. Je vous laisse regarder le site. Ensuite, on a All-in-One Podcasting with AI Generation. Donc tout un tool qui permet de faire des podcasts, de mettre ses podcasts en fait, et ensuite de générer tout le contenu qu'on a envie avec l'IA. Je prends le podcast, j'en fais tout ce que je veux. Je fais ma newsletter, je fais mes tweets, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des podcasts et qui font presque que ça. Et c'est le corps de leur business. Et si à partir de ça, ils pouvaient générer tout leur contenu, faire tous leurs réseaux sociaux, etc., ce serait vachement génial quand même. Donc il y a des gens qui seraient prêts à payer pour ça. Ensuite, on a une autre idée, aider les SaaS à augmenter la rétention. C'est ce que fait Churnkey, d'ailleurs, que j'utilise avec Tuganai, qui marche super bien. C'est un SaaS qui permet de réduire le churn. En fait, quand la personne va cliquer sur se désinscrire, ça va lui mettre des offres spéciales, etc. Donc c'est très, très bien imaginé et c'est pas mal. Ensuite, on a une idée, c'est une interface client pour des agences marketing. Par exemple, vous avez une agence de pub. Mais en fait, leurs clients, souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est des communications, ils vont sur Telegram, par email, etc. Ouais, tu peux me donner la data pour cette pub-là, je sais plus, etc. On a dépensé combien ce jour-là ? On a un vieux truc, un tracking qui est pourrave, etc. Donc là, ce sera une interface, un tool qui permet d'avoir aux agences de donner une interface à leurs clients. Donc le client de l'agence qui paye pour que l'agence fasse tourner ses ads, eh bien le client pourra avoir une interface où il verrait toutes ses datas, la facture, etc. Donc c'est un peu un outil pour les agences marketing, quoi. Ensuite, pareil, là, une idée qui est un petit peu plus complexe, créer des charts avec des datas. Donc c'est une sorte de tool no-code pour mettre plein de datas sur un dashboard. En B2B, ça peut être intéressant. On a un tool, bon ça c'est un peu plus B2C, je sais pas si je le recommanderais. Social Proof Collectors, donc récupérer des social proof vidéo ou quoi, les manager, etc. Pour des grosses boîtes, pourquoi pas. Une app de time management et de productivité sur ordinateur. Donc là on pourrait s'inspirer de ce qu'a fait Opal, mais de le faire sur ordinateur, ça pourrait faire sens. Bloquer des applis, etc. Faire une UX vraiment sympa, vraiment agréable. Et peut-être s'adresser en B2B disant voilà, je rends vos employés plus productifs, prenez un pack de 10 licences, et voilà, ça peut être pas mal. Et dernière idée, traduire tous les sites, tout le contenu parfaitement
avec l'IA. Il y a un tool qui fait ça qui s'appelle Localize. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de valeur. Elle est assez longue, donc je pense n'hésitez pas à revenir dessus, à reprendre les points un par un. Et ouais, en fait, vraiment suivre cette méthode pour trouver votre idée de SaaS va réduire votre chance d'échouer de beaucoup de pourcents, je pense, sincèrement. Si vous voulez plus de conseils, d'idées par rapport au SaaS, j'en parle sur mon Telegram. Vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Et puis voilà, à la prochaine. C'était Axel. Bye bye.